Bonjour à tous et merci donc d'être venus à cette séance des agendas du politique qui donc fait partie d'un cycle de conférences qui sera donc qui va se renouveler l'année prochaine, organisé par TEPSIS, donc le laboratoire d'excellence, dont font partie essentiellement plusieurs laboratoires de l'école des hautes études et des laboratoires de Paris 1, et les éditions de l'EHESS. Donc aujourd'hui, la conférence, enfin le débat, je ne sais pas comment on peut dire, est consacré au Brésil. Nous avons pensé à cette conférence avec Benoît de l'Étoile, en partie parce que dans une autre opération financée et organisée par TEPSIS, un atelier de recherche que Benoît et moi-même animons sur les liens politiques personnels, sur la personnalisation des liens politiques, qui renvoie aussi à une discussion que nous avons entre l'anthropologie du politique et la sociologie politique du local, puisque je suis politiste et Benoît est anthropologue. Dans le cadre donc de cet atelier, nous avons invité Marcos Bezerra, donc professeur d'anthropologie à Rio, c'est à Rio, hein, si je ne me trompe pas, à Rio, et avec qui nous avons déjà fait des workshops autour de doctorants. Et là, l'idée était de profiter de sa présence à Paris pour organiser une table ronde plus générale autour des questions sur la vie politique au Brésil. Alors bon, effectivement, la coupe, je crois que dans le titre, l'allusion à la Coupe du Monde a été avancée. Je ne sais pas si c'est vraiment là-dessus de ça dont nous parlerons, mais en tout cas, je vais remercier donc les différents intervenants, donc Benoît de l'Étoile qui présentera plus précisément les intervenants et les interventions et donc qui présentera lui-même, Afrano Garcia, donc enseignant à l'école de hautes études, qui parlera plutôt des aspects éducatifs, Daniela Rocha, donc qui enseigne au Brésil la science politique et qui a mené une recherche et continue à mener une recherche sur la vie politique locale, les réseaux politiques locaux, l'espace politique local à Brasilia, recherche dont elle nous parlera plus en détail, et Marcos Bezerra, dont j'ai parlé, qui nous parlera de ses recherches sur ce qu'on pourrait appeler l'état au concret et les relations par le bas des individus avec les institutions d'appareil d'État. Donc pour donner quand même la possibilité d'un débat ou d'une discussion, je demanderai aux intervenants de ne pas dépasser un quart d'heure, idéalement 10 minutes ou un quart d'heure de présentation. Et donc Benoît, je pense, va présenter plus précisément ces interventions. Oui, alors effectivement, en deux mots, effectivement, à cause de la Coupe du Monde, le Brésil est sous les feux des projecteurs. Donc on a profité du fait qu'on avait une soirée sans match entre les huitièmes de finale et les quarts pour essayer de dire, voilà, on parle beaucoup du Brésil et en même temps, c'est souvent fait à partir soit de reportages de journalistes qui peuvent être très très bien faits, soit beaucoup aussi à partir de chiffres. On donne les chiffres de croissance du PIB, le nombre de chômeurs, l'évolution. L'idée, c'était justement de dire comment est-ce qu'à partir de chercheurs, on peut essayer de présenter un autre regard sur le Brésil, à partir de chercheurs qui connaissent le Brésil dans une longue fréquentation. Cette question des chiffres est importante. Il faut souligner aussi que dans la vie politique brésilienne elle-même, le débat politique se fait beaucoup autour de chiffres. Lors des dernières élections présidentielles en 2010, au second tour, il y avait deux économistes qui se trouvaient face à face. Dilma Rousseff pour le Parti des Travailleurs, José Serra pour le Parti social-démocrate, le PSDB, et on a eu notamment une guerre des chiffres à la télévision, combien de kilomètres avaient été faits de gouvernement social-démocrate par rapport au gouvernement du PT, combien d'hôpitaux avaient été ouverts, combien d'argent investi dans l'éducation, etc., etc. Et en fait, cette focalisation sur les chiffres, qui d'ailleurs est caractéristique de la lutte politique un peu partout, mais au Brésil prend une force assez grande. C'est les chiffres, souvent vus d'en haut, de Brasilia, ces moyennes données au niveau national, ont tendance à faire disparaître ce qui se passe dans les profondeurs du pays et la diversité des situations. Et du coup, il peut y avoir des effets de décalage. Par exemple, autour de la croissance brésilienne, en 2010-2011, ça faisait les gros titres de la presse internationale, The Economist, Le Monde, etc., la croissance.
Et on évoquait les nouvelles puissances brésiliennes. Et à ce moment-là où moi j'étais chercheur invité au Brésil, j'avais le sentiment d'un décalage par rapport à des choses que je voyais en connaissant les classes populaires, soit du nord-est du Brésil, dans le monde rural du Pernambouc, soit dans les favelas de Rio, et il y avait une espèce de décalage. Et finalement, on peut dire que l'année dernière, en 2013, lors du mouvement de protestation qui, au mois de juin, a gagné un peu le Brésil, tous les observateurs, tous les hommes politiques ont été surpris par ce mouvement, mais qui justement, effectivement, parce qu'il y avait une espèce de décalage par rapport à cette vision qu'on avait d'une croissance, et puis ces protestations qui ont gagné un peu tout le pays et qui sont difficiles à observer. Et on avait peur que ça se reproduise pendant la Coupe du Monde. Pour l'instant, il faut dire que c'est extrêmement sporadique, même si le fait qu'il y ait 10 000 journalistes au Brésil fait que la moindre protestation suscite beaucoup de couverture médiatique. Donc, pour parler de ça, on a donc 4 chercheurs, 3 Brésiliens, 1 Français, mais 2 d'institutions brésiliennes et 2 d'institutions françaises, qui ont une grande expérience du Brésil. Donc, on va commencer par Marcos Otávio Bezerra, qui est professeur à l'Université fédérale Fluminense à Rio. Ensuite, prendra la parole Daniela Rocha, de l'Université de Brasilia, Afrânio Garcia, qui enseigne à l'EHESS après avoir été professeur à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, et puis moi, qui suis directeur de recherche au CNRS, pour terminer. Voilà. Bonsoir, je voudrais initialement remercier l'invitation pour participer à cette table. Et pour cette communication, je propose de parler un peu sur les rapports entre des entreprises de construction au Brésil et l'État et la politique. Voilà le titre de la communication et je vais commencer. Mais nous avons 15 à 20 minutes, c'est ça? Voilà. Bon, tout au long de cette année, excusez-moi. Tout au long de cette année, la Coupe du Monde de football au Brésil a été au devant des médias brésiliens et étrangers, mais pas toujours en fonction de ses enjeux sportifs. Des thèmes tels les choix des joueurs de la sélection, l'organisation tactique de l'équipe ou ses chances de victoire ont cédé leur place dans le débat public à des préoccupations relatives au pouvoir et aux intérêts commerciaux de la FIFA, au coût financier et social de l'événement, ainsi qu'aux nombreuses manifestations populaires qui ont gagné les rues du pays et à la violence policière qu'elles ont déclenchée. Il y a d'ailleurs été question dans ces manifestations d'un plaidoyer pour la non-réalisation de la Coupe. Celle-ci a clairement été politisée. Dans ce sens, les positions critiques ou enthousiastes de la réalisation de ces méga événements ne peuvent pas être dissociées de la violente dispute politique en marche au Brésil en vue des élections présidentielles et nos troubles prochains. Prenant en compte spécifiquement les discussions sur les grands chantiers publics prévus pour la Coupe du Monde et le contexte de cette dispute électorale, je tisserai dans cette communication des brèves considérations sur la relation entre une grande entreprise de BTP brésilien, l'État et les élections au Brésil. Le non-respect des échéances de chronogramme de construction des stades et des aéroports a été un de ces sujets qui a fait le tour du monde. À plusieurs reprises, les représentants de la FIFA ont publiquement manifesté leur appréhension quant à la conclusion des travaux et sont rentrés en conflit avec les autorités brésiliennes. Ont été associés à ces retards le sérieux et la compétence du gouvernement, l'augmentation des coûts de certains travaux, des dénonces de corruption. La réalisation de ces travaux est revenue aux grandes entreprises du BTP brésilien, parmi lesquelles certaines sont des habitués de la chronique politique, accusées de financements illégaux, de campagnes électorales
est connu par l'obtention systématique de grands appels de frais d'infrastructure du pays. C'est le cas de l'entreprise de construction Odebrecht, une des responsables des chantiers de la Coupe. Dans les années 90, la relation entre cette entreprise et certains hommes politiques a fait l'objet d'une commission parlementaire d'investigation. J'analyserai ici certaines informations réunies par cette commission dans le but d'examiner cette relation qui est centrale pour comprendre les processus électoraux et les marchés des grands travaux publics au Brésil. Des documents internes à cette entreprise, relatifs à ses actions durant cette décennie, offraient des éléments pour mieux comprendre comment sont mobilisées les relations avec les élus et fonctionnaires de l'État, relations qui visent toujours à assurer les business auprès de l'État. J'attacherai une attention particulière à deux ensembles de pratiques qui s'entrecroisent. Le premier, des conceptions et pratiques politiques relatives au travail des représentations politiques. Le second, l'échange rituel des cadeaux. Il s'agit, dans les deux cas, des moyens utilisés par les employés de l'entreprise de construction dans ses interactions avec les agents de l'État. Je suggère qu'il est possible d'interpréter l'utilisation de ces ressources sociales comme une sorte d'apprivoisement de la bureaucratie étatique, dans la mesure où il vise à promouvoir un régime de l'impersonnalité et de la rationalité de la bureaucratie. L'entreprise de construction Odebrecht est l'une des plus grandes sociétés brésiliennes. Elle a fait partie de l'organisation Odebrecht, qui apparaît cette année dans la revue Forbes au 10e rang des groupes plus riches du Brésil. En 1992, le président de l'Odebrecht a fait les commentaires suivants sur la question de la corruption au Brésil. Il dit: alors, qu'est-ce que c'est que la corruption aujourd'hui dans ces pays? Je pense que toute la société est corrompue et qu'elle corrompt. De nos jours, pour résoudre quelque chose, même pour sortir d'un fil d'attente à la INPS, l'organisme fédéral en charge de la sécurité sociale, on fait appel aux amis, on offre un cadeau, on rend un service. C'est considéré comme une forme de subordination. La subordination n'est pas un problème de valeur, il dit, c'est la relation établie. Ce qui me semble intéressant dans ces commentaires, c'est le glissement d'une vision économiciste de la corruption à une vision sociologique. L'existence d'une relation sociale entre les individus est comprise comme un recours social efficace dans l'interaction avec l'administration publique. En même temps, ce constat souligne la perméabilité de la frontière entre les relations personnelles et les pratiques ordinaires, comme l'amitié, la faveur ou les cadeaux, et celles qui sont socialement condamnables, comme la corruption. Pour illustrer les modalités de mobilisation des pratiques et représentations de la politique par les employés de cette entreprise, je propose de regarder les documents qui suivent. Il s'agit d'un document saisi dans la résidence d'un directeur de l'Odebrecht à Brasilia, capitale fédérale. Il date de 1993 et on y voit des notes pour une réunion où il était question de la concession d'aide financière à des candidats de la région nord-est du pays, aspirant à des postes de gouverneur de l'État, sénateur et député fédéral. Dans ces documents, nous voyons des stratégies et des critères utilisés par l'entreprise pour décider de la concession ou non d'aide financière. Pour mieux le comprendre, il sera utile, au préalable, de dire quelques mots sur la relation entre
le travail de représentation politique dans le contexte brésilien et des discussions sur le budget public. Une grande partie des municipalités brésiliennes dépend du transfert des ressources fédérales pour la réalisation de travaux d'infrastructure. Par conséquent, les parlementaires conçoivent comme l'une de leurs tâches principales l'obtention d'argent pour les régions et les municipalités. La distribution d'argent public par les parlementaires aux membres de ces réseaux politiques est une dimension centrale de la notion de représentation politique au Brésil. Il n'est pas exagéré d'affirmer que le travail parlementaire se confond pratiquement avec ces actions menées dans le but d'obtenir des ressources fédérales. Les idées et pratiques qui s'articulent autour du déblocage de ces ressources donnent un contenu effectif à la notion de représentation politique. Ici, elles sont intéressantes dans la mesure où elles s'articulent avec les actions de l'entreprise de construction qui fait en sorte que ces intérêts soient intégrés dans l'administration publique. L'entreprise Odebrecht intervient dans les processus d'élaboration et de mise en œuvre du budget annuel de l'État à travers les actions de ses employés dans les congrès nationaux et dans les ministères. Dans les deux situations, il lui faut compter sur ce qu'elle appelle les soutiens politiques pour l'inclusion du financement dans les budgets et pour l'élaboration des demandes de déblocage d'argent auprès des ministères. C'est alors en fonction de la relation qu'ils entretiennent avec l'entreprise et l'appui qu'ils concèdent au projet de celle-ci que les candidats sont classifiés dans les documents que nous examinons. Voyons, les députés considérés amis sont ceux qui appuient les intérêts de l'entreprise sans pour autant exiger des contreparties. Cela ne les empêche pas d'attendre une aide financière de l'entreprise lors des élections. Une deuxième catégorie qui apparaît au document est celle des députés qui occupent des postes clés, ayant ainsi un important pouvoir d'articulation et de décision. Enfin, il y a les députés d'opposition. Ceux-ci font également objet de gestes attentionnés car une composition avec eux peut diminuer l'occurrence de positionnements contraires aux intérêts de l'entreprise. L'aide financière aux hommes politiques est perçue pour l'entreprise comme une obligation dans les États où celui-ci mène des chantiers. L'aide a pour but d'assurer la continuité des projets aussi bien que son paiement régulier. Un critère important ici est la confiance que l'entreprise accorde aux élus et aux candidats. C'est un critère valide, aussi bien pour les hommes politiques de la situation que pour ceux de l'opposition. L'aide financière est concédée dans les deux sens, ce qui assure la continuité de bonnes relations de l'entreprise avec le gouvernement, quels que soient les candidats victorieux. Les modélisations d'Odebrecht montrent que son adaptation aux exigences officielles ne signifie pas soumission au rythme ou aux secrets qui sont à la base des décisions et des actions de l'État. Ces démarches visent à influencer les processus de décision et à faire en sorte que les questions qui intéressent l'entreprise circulent sans difficulté dans l'administration. Une condition qui permet tout cela est la connaissance de la routine administrative, des personnes chargées de cette routine et des modes précis d'interaction avec ces dernières. Ce savoir-faire permet l'abordage convenable de ces personnes, le respect des rituels propres à ces rapprochements et l'utilisation du vocabulaire approprié. L'utilisation et l'entretien de ces relations de bonne entente et de camaraderie avec les parlementaires et fonctionnaires de l'administration publique se fait aussi à travers la distribution des cadeaux.
il y a une liste de cadeaux, avec les noms des fonctionnaires, des ministres et les types de cadeaux qui sont distribués. L'effet des cadeaux en fin d'année est une pratique répandue dans le cadre des relations commerciales et des prestations de services au Brésil. Au sein de l'administration publique, c'est une pratique courante, comme montrent les documents de 1991 à 1993 que je présente ici. Cependant, un décret de 1999 a interdit aux autorités publiques de recevoir des cadeaux, mais non pas de petits cadeaux. Distinction déterminée en fonction de la valeur moins importante de ces derniers, c'est-à-dire jusqu'à 30 €. Pour l'entreprise de construction, la distribution de ce qu'elle désigne comme des petits cadeaux fait partie de ces formes d'interaction avec les agents de l'administration publique. C'est un investissement institutionnel qui sert à établir de bonnes relations avec ces agents. La distribution implique une planification soigneuse qui exige, entre autres, d'identifier des destinataires, localiser les adresses personnelles, sélectionner et acquérir les petits cadeaux et les offrir à des moments opportuns. Ils sont distribués à des parlementaires, autorités et fonctionnaires des ministères et des entités gouvernementales. Les entités sélectionnées sont celles dans lesquelles l'entreprise a des intérêts en jeu. L'entreprise Odebrecht classifie les petits cadeaux en deux catégories, petits cadeaux et petits cadeaux spéciaux. Voilà, les petits cadeaux spéciaux. Parmi les premiers, on trouve des objets de moindre valeur, tels que des agendas de poche, agenda électronique, panier de Noël, montres, cosmétiques, liqueurs, vin, whisky et livres d'art. Ces dernières sont surtout offertes aux secrétaires et aux fonctionnaires qui occupent des postes inférieurs dans la hiérarchie de l'administration. Dans la seconde catégorie, les petits cadeaux spéciaux, on trouve des œuvres d'art des peintres brésiliens dont les valeurs peuvent varier entre 2 000 et 7 000 $. Elles peuvent être destinées à des ministres, au président et à des directeurs d'entités publiques, députés, gouverneurs et secrétaires exécutifs. En 1992, on compte 32 petits cadeaux spéciaux. On peut affirmer que l'investissement effectué par l'entreprise dans le but d'établir des relations de proximité personnelle avec les parlementaires et les autorités gouvernementales repose sur des attentes d'ordre moral associées au rapport des amitiés, aux faveurs et aux cadeaux, comme suggère le président de l'Odebrecht dans les commentaires cités plus haut. Du point de vue de l'entreprise, c'est une forme de reconnaissance de la valeur pratique que ces relations peuvent révertir dans l'interaction avec le pouvoir public. Si on garde à l'esprit la question de la définition des pratiques conçues comme propres ou non à l'État, il convient de noter que l'offre des petits cadeaux ne fait pas l'objet d'une criminalisation dans les rapports produits par la commission parlementaire qui a réuni les documents cités ici. D'après ces rapports, la distribution des petits cadeaux n'est pas considérée comme quelque chose qui doit être exclu de la vie publique. En ce sens, le point de vue qui prévaut, c'est celui qui rapporte un député préoccupé par la façon dont le petit cadeau sera interprété dans les rapports. Il dit, les députés, nous avons besoin de savoir s'ils vont, les députés de la commission, s'ils vont mettre dans le même sac les corrompus et ceux qui reçoivent un petit cadeau de l'entreprise. Recevoir un agenda ou de whisky à Noël, ce n'est pas là de la corruption. La codification officielle de ces pratiques, effectuée en 1999, illustre l'avance des frontières de l'État sur les pratiques sociales ordinaires. Pour conclure, je voudrais faire une remarque sur le rapport entre l'État et la corruption. La formation de l'État brésilien s'appuie
sur des notions d'impartialité, de rationalité et d'universalisme. Ces notions ont une place dans sa conception en tant qu'idée et système de relations sociales. Le fait d'identifier l'avancée des frontières légales idéales de l'État par des relations considérées comme d'une haute nature peut aboutir à la dénonciation des irrégularités de corruption. Celle-ci résulte de la sélection et de la catégorisation des pratiques que l'on tient pour impropres à la politique et à l'État, comme la distribution des cadeaux. En ce sens, il me semble possible d'affirmer que les dénonces de corruption participent de la formation de la politique et de l'État lorsqu'il s'agit de délimiter les relations et pratiques appropriées, de rénover la dimension imaginée de ces entités et d'en fixer les frontières par rapport à d'autres sphères sociales. Merci. Donc, comme Marcos m'avait fait un petit cadeau avant, il a eu droit à parler 5 minutes de plus, mais je demanderai quand même aux autres intervenants d'essayer de parler juste un quart d'heure, ou pas dépasser en tout cas, pour qu'on puisse avoir un peu de temps pour la discussion. Donc la parole est maintenant à Daniela Rocha, donc, qui va nous parler de l'espace politique local à Brasilia. Merci. Tout d'abord, merci Benoît, merci Jean-Louis. Donc, à contre-courant de la parence progressiste qu'évoquent les années Lula et maintenant les années Dilma dans la vie politique au Brésil, la vie politique de Brasilia est aujourd'hui associée, notamment dans l'imaginaire journalistique, à l'existence de chefs politiques archaïques, à la prégnance du clientélisme électoral et à la corruption comme mode de gouvernement. Donc la faillite annoncée du politique local, qui a été très exploitée dans les registres médiatiques, offre une image tout à fait inversée de celle évoquée par les projets modernisateurs de construction de la nouvelle capitale. Donc, il y a maintenant 4 ans, en 2010, Brasilia s'apprêtait à fêter ses 50 ans. Donc, les festivités, à l'époque, ont été d'une remarquable discrétion en raison d'une turbulence politique à l'époque. Donc, un scandale de corruption qui impliquait une fraction notable des élites politiques locales, donc, dont le gouverneur en poste. Aujourd'hui, ce sont moins les fêtes de corruption eux-mêmes, ni les festivités de commémoration de l'anniversaire de la ville qui m'intéressent, mais c'est que leurs rebondissements peuvent illustrer quant aux particularités de cet espace politique. Donc, un espace politique constitué localement qui cohabite avec la bureaucratie nationale représentée par les institutions politiques fédérales. Donc cet événement que je viens de parler donc, a démontré une grande incapacité d'autorégulation du législatif local et de même l'imminence d'une intervention du judiciaire dans le déroulement des investigations et son intervention effective par les décrets de l'arrestation du gouverneur qui a été arrêté sont notamment deux éléments révélateurs d'un espace politique peu autonomisé et à caractère hautement instable. Donc c'est justement sur cette question de la faiblesse institutionnelle de l'espace politique local que j'entends revenir plus en détail ce soir. Donc mon objectif est de vous montrer la modalité selon laquelle cet espace a émergé et dans les mesures de possible, bien entendu, d'esquisser une analyse
très rapide de son développement qui a été tout à fait paradoxal. Donc l'invention d'un espace politique local est à Brasilia marquée par les spécificités de la problématique territoriale urbaine du district fédéral ou d'IDF, comme on a l'habitude de parler. Donc l'imbrication entre l'urbain et les politiques apparaît comme un paramètre clé de la structuration de cet espace politique local et un paramètre qui va conférer des caractéristiques structurantes dans la composition des élites et notamment en ce qui concerne les rapports à la politique développés par la population. Donc, en tant que capitale de la République, Brasilia active une frontière entre deux espaces politiques, un espace politique national qui est limité temporellement et spatialement aux 3 jours de travail politique des élites nationales qui sont plutôt des passages à Brasilia et spatialement c'est un espace qui est très limité aux ensembles architecturaux construits, projetés par Niemeyer. Donc, mais c'est parallèlement à cet espace national déterritorialisé qui a émergé un espace politique local qui trouve un ancrage social auprès d'une population de 2 millions, plus de 2 millions d'habitants, 2,5 millions d'habitants. Donc, c'est un espace qui a été tardivement constitué. Au milieu des années 80, il commence à être institué. Il suppose des ambivalences tout à fait intéressantes, comme d'une part la présence dominante des groupes politiques conservateurs dans les sphères du pouvoir, mais d'autre part l'effervescence activiste qui est tout à fait caractéristique et propre au mouvement contestataire de gauche. Donc, je vais peut-être aller plus vite. On reviendra après, éventuellement, au moment de la discussion. Lors de son inauguration, les districts fédéraux comptaient déjà sur une population assez importante, distribuée à l'époque dans une série de villes satellites autour de la capitale, du centre administratif. Et au fil des années, donc de nombreuses villes satellites ont été créées autour de ces plans pilotes. Donc en 2000, cette partie centrale atteignait notamment, je n'ai pas les chiffres exacts ici, mais bon, l'EDF franchissait la barrière de 2 millions d'habitants et les chiffres de 19 régions administratives. Donc 14 ans après, en 2014, ces données, les données officielles, continuent à confirmer cette tendance à la prolifération de ces centres urbains, des noyaux urbains. Et en 2014, l'EDF comptait déjà sur 30 villes satellites, à peu près, donc 30 régions administratives. L'installation de ces populations dans les noyaux urbains périphériques s'est imposée comme un problème public important dans ces processus d'occupation des territoires et de consolidation de ces structures urbaines.
Donc, la marque principale du paysage urbain à Brasilia demeure aujourd'hui en contraste qui est exacerbé entre une zone satellite, une zone de stabilité sociale qui est localisée dans cette partie centrale et des zones socialement précaires situées dans les localités externes. Je vais peut-être passer, aller plus vite à ce niveau-là. Les contextes sociaux des Brésiliens, il est lié à un contexte politique et administratif également original. En dépit de la condition d'unité de la fédération, le statut des districts fédéraux est distinct de celui des autres États fédérés brésiliens. Donc, c'est un statut qui suppose un cadre d'interdépendance forte avec l'État fédéral et impose des compétences exécutives et législatives limitées si on le compare aux 26 autres unités de la fédération au Brésil. Les Brasilienses, comme on nomme les personnes des Brésiliens, ils n'ont obtenu le droit de voter au gouvernement local qu'en 1990. Donc la Chambre législative locale a aussi été inaugurée en 1990. Donc l'invention de ces institutions politiques locales, dans ces contextes historiques précis et notamment l'existence des acteurs politiques à la fois aptes et disposés à s'y investir, ne peut pas être isolée de ces processus plus larges. Donc, la constitution d'une dimension politique locale et donc l'invention même de ces institutions devait être située dans les prolongements du processus de consolidation de la structure urbaine de cette capitale. La crise urbaine déclenchée entre les années 70 et les années 80 est à l'origine d'un ensemble de mouvements localisés de résistance pour l'occupation du territoire. Donc l'occupation illégale et généralisée des terrains publics pour ces populations migrantes ont généré de nombreux conflits et des négociations, par conséquent, entre communautés locales et autorités compétentes. C'est un contexte qui a nourri un terreau particulièrement favorable à la production d'une vie politique locale. Il a conduit notamment à la mobilisation des populations locales autour de la question urbaine, à la production de leadership inscrits dans ces territoires locaux et des surcroît au développement de politiques de répartition du territoire urbain. L'observation des trajectoires des élites politiques a fait apparaître que leur implication personnelle dans la problématique urbaine a largement contribué à la légitimation des leaders politiques de la capitale. Donc ça, c'est une recherche que j'ai faite avec 44 membres de ces élites politiques. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais ceci vaut pour les différentes générations des élites politiques locales, donc toutes périodes confondues.
une première génération, donc je n'entre pas vraiment dans les détails, mais c'est juste, j'ai fait juste une remarque, la première génération de cette élite politique a été dans sa quasi-totalité concernée par l'application pratique dans la problématique urbaine. Il s'agit des acteurs inscrits à gauche ou à droite de l'échiquier politique. Les processus de différenciation de l'espace politique local va se situer dans les continuums d'un processus préexistant qui était celui des stabilisations du contexte social, donc dont les transformations ont généré une nécessaire institutionnalisation des rôles et des compétences politiques et spécifiques. Donc, il semble maintenant possible d'esquisser 3 étapes principales dans l'enchaînement. Quoi? D'accord. Donc, dans l'enchaînement de processus, au sens d'Elias, qui ont permis la constitution de cet espace. Donc, premièrement, l'émergence des questions locales avec les demandes spécifiques. Deuxièmement, l'objectivation des agents et des relations politiques et spécifiques. Et troisièmement, l'établissement des règles statutaires et des sphères institutionnelles, c'est-à-dire la formalisation des institutions. Donc, avant de finir, je voudrais juste un petit commentaire. C'est vraiment exactement à 15 minutes. D'accord. Donc, au moment de l'institutionnalisation de la politique locale, les personnels politiques professionnels capables de mobiliser vraiment des patrimoines politiques externes a conquis une place dominante dans l'espace de pouvoir. C'est le cas de Joaquim Rodis, que je voyais tout à l'heure dans la photo, dans le slide que Marcos nous a projeté. Donc, Joaquim Rodis, qui était le premier gouverneur élu du DF et qui avait déjà construit sa carrière dans l'État de Goiás. La campagne de 2010 montre que malgré l'échec de la famille Rodis dans les gouvernementales, donc je rappelle, le PT a gagné les élections de 2010. Cette campagne qui est assez atypique parce que c'était juste après les événements dont j'ai parlé au début de mon exposé. Donc, cette campagne assez atypique ne peut pas être confondue avec ou associée avec un hypothétique déclin politique de ces groupes. Au contraire, le maintien d'une candidature familiale, malgré les contextes de turbulence, où les patriarches, Joaquim Rodis, a laissé sa place en cours de campagne à son épouse, signale la performance sous une gestion désormais familiale de ce pouvoir politique. Donc, Wesleyane Rodis, c'était l'épouse de M. Rodis, elle était néophyte en termes de campagne électorale, elle est arrivée au deuxième tour des élections gouvernementales. Donc, il tandis que ces deux filles, les deux filles de Joaquim Rodis, Jacqueline et Liliane, elles ont été toutes les deux élues à la députation. Donc, je conclus juste en disant que l'exemple des Brasiliens comme un laboratoire vivant d'observation du politique nous conduit à récuser de certaines façons les interprétations institutionnalistes et elle nous montre qu'il n'est pas possible d'isoler les institutions politiques des rapports sociaux et politiques ordinaires construits par les acteurs dans leur environnement.
Donc, je me répète. Donc, Afranio, la parole est à toi. Merci beaucoup. Donc, d'abord, je remercie donc Benoît de l'Étoile et Jean Briquet pour l'invitation. Bon, quand j'ai vu là, au-delà de la Coupe du Monde, bon, comme il y a tout un réseau constitué par Stéphane Beau à propos de qu'est-ce qu'on peut voir que la Coupe du Monde comme un révélateur social et qui est le blog du Nouvel Obs, où j'ai pu aussi contribuer, j'ai dit bon, je ne vais pas par là. Et donc, tout d'un coup, je me suis commencé à dire, bon, je n'ai pas d'enquête spécifique sur les mouvements de protestation. J'ai des collègues à l'Université fédérale de Rio, aujourd'hui, José Serge Leite Lopes et Béatrice Herrera, qui font une grande enquête sur les mouvements sociaux au Brésil, mais ce n'était pas fini non plus. Et alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'une façon plus générale? Et tout d'un coup, j'ai dit, bon, une des enquêtes que je mène avec tout un groupe de collègues brésiliens de longue date, c'est justement une enquête sur la mobilité des universitaires brésiliens en doctorat, surtout en des études doctorales et post-doctorales, et la circulation internationale des idées. Et là, on voit d'une façon tout à fait nette que ce mouvement de création, d'abord d'une internationalisation énorme de la recherche brésilienne à travers les bourses d'études, et après la création de tout un ensemble de formations doctorales, a effectivement changé la donne, et on a essayé de démontrer presque discipline par discipline comment on pouvait voir que ce énorme mouvement dès 1968, ça, c'était ainsi. Or, mais ça, c'est la pointe du système, ça, c'est le haut du système. Si, au contraire, on regarde le système tout entier, ça, on voit exactement qu'il y a un blocage énorme de l'ascenseur social ne marche pas du tout, ni au niveau du primaire, ni au niveau du secondaire. Donc, je dis, bon, je vais essayer de faire une réflexion exactement sur l'éducation, parce que tout le monde criait dans les rues éducation et santé comme quelque chose qui est prioritaire pour l'investissement, mais ça donnait l'idée qu'il suffisait de prendre l'argent et déplacer l'argent des constructions des stades, des petits cadeaux, des grands cadeaux, et on pourrait régler les problèmes d'éducation et de santé. Or, je dis, bon, il y a justement par cet examen de la pointe en haut du système, j'ai dit, bon, il y a des inerties historiques très intéressantes qu'il va falloir toucher du doigt, y compris par la connaissance, et qui sont très différentes si on examine le contexte européen, que celle-là, il faut expliciter. Bon, donc voilà, j'essaie de dire quelques mots sur la question de l'éducation, la démocratisation des chances. Bon, tout d'abord, la vérité de cette question-là, c'est-à-dire juste au début de la République brésilienne, en 1890, 85% de la population était constituée par des illettrés. Donc, si j'avais pu vous présenter en PowerPoint, je l'ai montré comment la République au Brésil est associée à une décroissance énorme du nombre d'illettrés. Mais en 2010, on constate encore 10% d'illettrés. Et ces 10% d'illettrés, ça représente même presque 15 millions de personnes. Et c'est 7% dans les villes, 20% en milieu rural. Donc, une question quand même assez importante. Bon, alors, je voudrais d'abord, parce que dès qu'on parle, surtout en France, de système d'enseignement, on associe tout de suite au système d'enseignement de la Troisième République et un système unitaire, c'est-à-dire où, à partir de Paris, on produisait des instituts qui allaient dans toute la France et qui changeaient la donne des formations des nouvelles générations. Or, la première chose qu'il faut voir, c'est que dans le cas brésilien, c'est un système fédéral. Et ce système fédéral, il est profondément différencié par État. Et là, il avait déjà une première caractéristique absolument centrale, qui est un choix fait en 1930. Bon, d'abord,
Le Brésil n'est doté d'un système éducatif national qu'en 1931. C'est en 1931 qu'est créé le ministère de l'Éducation nationale de la Santé. Et à ce moment-là, le choix qui est fait, c'est un choix clairement, exactement symétrique à celui de la France. Ce n'est pas du tout un choix de démocratiser les chances de l'entrée à l'école primaire, mais l'État fédéral finance les universités, les États fédérés vont financer des lycées, et les communes, c'est aux communes de créer les écoles primaires. Donc, comme c'est par ce choix-là, justement, la base du système reste aux mains des élites locales, et donc les postes d'instit, ce sont des postes les plus contrôlés exactement par des groupes d'élites clientélistes. Donc, quand on voit après la mobilité dans le système, on voit qu'il est cette caractéristique-là a été toujours quelque chose. Bon, d'abord, les universités brésiliennes aussi ont été créées seulement en 1934, celle de São Paulo, 1935, celle de Rio de Janeiro. Et il y a une forte expansion juste après la guerre, mais l'entrée dans le système universitaire suppose déjà un cursus primaire et secondaire qui va faire... il y a une démonstration très simple faite par un sociologue de l'éducation qui est très intéressante. Quand on voit, il y a un discours, c'est un discours très méritocratique, c'est-à-dire on ne peut rentrer dans les meilleures universités que si on passe des concours très difficiles, sur le fameux vestibular. Bon, or, pour entrer dans ces concours-là, quand on voit les caractéristiques intellectuelles de ces étudiants, on voit très bien que ces étudiants sont issus des lycées privés. Et les lycées publics, alors là, n'ont pas accès, les étudiants qui viennent surtout des classes populaires ne réussissent pas à rentrer dans cette barrière-là. Bon, donc cette question-là il y a une forte croissance du système éducatif, mais justement, d'une certaine façon, elle contribue à une récréation de la hiérarchie sociale brésilienne. Donc, si on voit le rôle, si on voit d'ailleurs toutes les statistiques sur la mobilité sociale à travers le système éducatif, bien au contraire d'être devant des données qui nous montrent une espèce de démocratisation à la longue du système éducatif, on le voit au contraire en processus de concentration dans les groupes privilégiés. Il y a une démonstration facile à faire, mais là, ce n'était pas possible aussi d'apporter les chiffres, mais ça, c'est tout à fait facile. Les statistiques brésiliennes, en plus, discriminent les données par la couleur de la peau. Donc, il y a des blancs, des métis, des noirs, mais maintenant des Amérindiens. Et des jaunes, sont des Asiatiques. Et là, on voit clairement, bon, d'abord, les Asiatiques, c'est le haut du pavé, mais qu'il y a une différence énorme entre Asiatiques et Blancs et les statistiques des Noirs et Métis. Et donc, si on veut comprendre les débats récents sur les systèmes de quotas et l'accès au système de quotas et tout ça, il faut voir exactement que le système marchait comme ça. Bon, pour être là, comme il va falloir aller très vite, je veux rappeler que seulement depuis une quinzaine d'années, il y a une chose de base, c'est-à-dire l'acteur politique qui a le plus de moyens pour changer la donne du système éducatif, c'est le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a mis tout ce paquet de très longue date dans l'éducation supérieure. Et après 1970, évidemment, dans le système de formation doctorale, qui a une expansion très forte. Mais par là, il réussit à rentrer dans la compétition internationale, mais il n'arrive pas à changer la donne du système de mobilité sociale à travers le système éducatif.
Or, ça n'a commencé pour de bon à avoir un petit changement qu'avec la construction de fonds pour payer des instituteurs, de fonds fédéraux, pour payer des instituteurs locaux. Hein, et commencer aussi un système plus unifié. Je vais donner un exemple que je crois que c'est très parlant. Quand ma femme et moi, nous sommes des anthropologues, faisons des enquêtes de terrain sur la paysannerie, bon, et nous avons travaillé toujours sur des situations de forte émigration de ces régions du Nord-Est vers Rio de Janeiro. Une institutrice de la commune sur laquelle on avait travaillé gagnait par mois le salaire équivalent à ce qui était payé à un migrant de la même région qui était concierge à Rio pour laver une voiture pendant un mois. Donc ça montre que effectivement, une des raisons d'émigrer, c'était que l'immigration changeait complètement la donne des chances de scolarisation des enfants ainsi que de tous les autres systèmes. Bon, je crois que effectivement, bon, il y a une autre donnée que je vais énoncer très vite et après on peut revenir sur le débat. C'est pour ça qu'une partition extrêmement importante dans le cas brésilien, qui est aussi très différente de l'Europe, c'est le fait que le système d'enseignement privé a acquis une place extrêmement plus forte que le système public. Même à l'école publique, elle représente 84 des matricules, mais si on voit dans la progression des élèves, on voit que ça s'inverse complètement. Donc là, d'une certaine façon, à travers l'éducation, a été jusqu'aujourd'hui un opérateur, disons un levier, qui, au contraire de créer des conditions pour transformer les hiérarchies sociales venues de la colonie, elle a été d'ailleurs un opérateur de récréation de cette hiérarchie sociale. D'ailleurs, pour preuve, comme anthropologue, c'est les usages de l'adjectif « éduqué » au Brésil. Éduqué et bien éduqué, ça qualifie quelqu'un, et en même temps, ça, mal éduqué, ça disqualifie quelqu'un. Et parfois, on voit que tout ce qui était un vocabulaire qui était un vocabulaire racialiste, qui était de disqualification de personnes, n'est plus utilisé. Par contre, on utilise beaucoup ce vocabulaire des bien éduqués contre les mal éduqués. Et je ne suis pas sûr que dans le mouvement de protestation, en parlant parfois d'éducation, c'est aussi essayer de disqualifier d'autres positions qui essayent, tant bien que mal, de démocratiser les chances des mobilités sociales dans la société brésilienne. Bon, donc je pense qu'effectivement, et là je finis effectivement, qu'une analyse comparative de cette question centrale à la vie politique française, c'est-à-dire comment, à travers les systèmes éducatifs, il y a quelque chose comme un levier fondamental de transformation de la vie politique et de la vie sociale. Là, pour effectivement faire cette comparaison, il faut tenir compte de tout un ensemble de spécificités qui n'ont pas été faites aujourd'hui. Et s'il y a d'ailleurs quelque chose de très peu travaillé encore, si on compare à la sociologie d'enseignement faite en France, alors on voit que la comparaison est terrible. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'analyses tout à fait précises à faire sur les modes de fonctionnement du système éducatif. J'ai dit ça d'autant plus parce que je suis très content que parmi aussi ici, il y a des boursiers brésiliens qui sont venus en France et justement avec des thèses comparatives où essayent de voir les modes de sélection des instituteurs. Et donc, et de comprendre que les modes de sélection des instituteurs entre São Paulo, Rio ou l'Acre
jusqu'à aujourd'hui, c'est des choses complètement différentes. Donc, dans voilà. Donc, au-delà de la discussion sur le montant de ressources qu'il faut consacrer au système éducatif, comme au système de santé, il y a les modes de fonctionnement et toutes les inerties historiques qui sont inscrites dans ce mode de fonctionnement-là. Voilà. Merci, j'ai tenu vraiment un quart d'heure exactement. Je suis éduqué. Voilà. Et donc Benoît va conclure des interventions avant le débat. Donc je vais essayer d'être effectivement rapide pour qu'on puisse un peu discuter. En fait, j'aurais voulu attirer l'attention sur la différence qu'il y a entre les slogans et les revendications qui sont portées publiquement par les mouvements sociaux au niveau national et les façons dont on peut l'interpréter en regardant les choses à partir du terrain, à partir d'en bas, où ce qui me semble dominer, c'est justement la dimension de revendication morale, la revendication de reconnaissance qui me semble centrale. Et je partirai en particulier des mouvements de revendication dans le monde rural. Et à partir de moi, la recherche, l'enquête que je fais, c'est dans ce qu'on appelle des colonies de réforme agraire, des assentamentos, qui ont été créés dans le cadre du programme de réforme agraire dans le nord-est du Brésil, dans l'état du Pernambuco, c'est-à-dire au sud en fait de Recife. Et sur 3 plantations de canne à sucre qui, en 1997, ont été expropriées par l'État et ont été transformées donc en colonies rurales, ont été divisées en lots qui ont été donnés à des gens qui étaient soit des gens qui avaient occupé les plantations par des campements, soit des gens qui étaient d'anciens travailleurs de la canne à sucre et qui ont bénéficié, ou des gens qui même habitaient sur les plantations. Alors, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle ce thème de la réforme agraire. C'est un thème de mobilisation très important au Brésil depuis les années 1950. Ça a été très au moment de la redémocratisation du pays des années 80. Il y a eu un plan national de réforme agraire qui a été mis en place, qui a été finalement assez vite stoppé par les oppositions des mouvements de copropriétaires. Et c'est une thématique qui a été assez importante autour de la thème de la lutte pour la terre. On connaît souvent en France le mouvement des sans-terre, hein, le MST, parce que notamment il y a eu tout un ensemble de photographie de Sébastien Salgado sur le thème Terra, mettant en scène justement la lutte pour la terre. Et dans cette mise en scène publique et internationale, la question de la terre, de l'accès à la terre, était centrale. D'un autre côté, il y a beaucoup de débats actuellement et le mouvement des sans-terre accuse le gouvernement actuel, le gouvernement de Dilma Rousseff, qui a succédé à Lula, de dire vous avez abandonné la réforme agraire, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien des faits, etc. Le gouvernement, lui, se défend en disant non, attendons, on a préféré arranger ce qui existait, on va d'abord améliorer la situation et ensuite on va recommencer à élargir. Alors je ne me prononce pas sur le débat, mais pour donner quand même une idée de l'importance que ça a, j'ai rencontré en octobre dernier un haut fonctionnaire de l'Institut national de colonisation et de réforme agraire, l'INCRA à Brasilia, qui pour me donner justement l'idée de l'importance que ça avait, de la difficulté qu'il y a à administrer la réforme agraire dans un pays qui est un pays gigantesque comme le Brésil, il me disait voilà, en fait, l'INCRA administre 5 millions de personnes, c'est-à-dire plus que la population de l'Uruguay. Et le nombre de voies, le kilomètre de voies qui existent au sein des colonies rurales est supérieur à l'ensemble des routes fédérales dans le Brésil entier. Donc c'est pour vous dire effectivement l'importance quand même que ça a. Il disait aussi on arrive à des endroits où aucune autre institution fédérale n'arrive au fin fond du territoire national. Donc tout ça pour dire donc cette importance que ça a. La façon dont ce thème est extrêmement discuté dans le débat politique brésilien est tout un débat à savoir est-ce que la réforme agraire est un succès ou un échec. Alors la question c'est effectivement est-ce succès ou échec. Comment est-ce qu'on va mesurer ça? Eh bien justement on va mobiliser encore les nombres.
Alors, par exemple, il y a des débats au Sénat, et on fait venir un économiste qui a participé à une grande enquête qui est appelé à témoigner, et il va citer le pourcentage de gens estimant que leur situation matérielle s'est améliorée, le pourcentage d'augmentation, de production de lait, etc., etc. Donc l'évaluation, elle est souvent faite en termes de succès ou d'échec économique, en particulier du point de vue de la production, ou bien est-ce que les terres sont plus productives après la réforme agraire qu'avant, puisque la justification pour exproprier des terres, c'est de dire que c'est improductif, et donc c'est des que c'est plus productif, et les opposants disent en fait c'est moins productif que ça n'était avant, ou en tout cas c'est moins productif que les zones privées. Donc là encore je ne rentre pas dans le débat, mais c'est pour dire c'est en ces termes-là qu'on raisonne, qu'on essaie d'évaluer les choses. Ou encore on dit, est-ce que la situation matérielle des bénéficiaires était meilleure ou pire qu'avant? Est-ce qu'ils ont plus d'accès au réseau sanitaire, à des choses comme ça, etc. Et effectivement, il y a un certain nombre de programmes de l'État pour donner accès à ces choses-là. Donc ces questions sont importantes. Mais ce qui me semble, quand on vit avec les familles, quand on va les voir, je travaille depuis 1997 justement dans cette zone-là, on s'aperçoit que ces questions manquent ce qui est l'essentiel du point de vue des bénéficiaires même de la réforme agraire. Et pour eux, en fait, l'essentiel semble être moins la terre, alors je parle de mon expérience effectivement, donc dans une région qui est celle des grandes régions de la canne à sucre dans le nord-est du Brésil, c'est moins la terre comme un moyen de production, thème qui est privilégié soit dans une lecture marxiste, soit dans une lecture économiste, mais plutôt en fait, ce que les gens valorisent, c'est la possibilité d'être maître chez soi. Quand j'avais rencontré une femme qui s'appelle Donna Morena en 1999, elle m'avait dit « Ah, maintenant cette terre est à moi ». Et cette terre est à moi, en fait, ça voulait dire quoi? Ça veut dire, eh bien, je suis chez moi. Je peux être maître sur ma terre. Et je suis sur ma terre, et aussi, je peux avoir une maison. Et cette femme-là, une autre fois, j'étais chez elle, et elle me mime comme ça, elle me dit, voilà, si l'ancien patron de la plantation dans laquelle elle était née, elle avait grandi, puis un jour elle avait été expulsée, elle dit, voilà, il vient ici, Roberto vient ici, elle dit, Roberto, sors d'ici, Roberto, sors d'ici. Donc elle mimait en fait sa capacité à expulser son ancien patron de sa maison parce que justement, elle était chez elle, elle était maîtresse. Et donc, l'important, c'était cette capacité qu'elle avait de venir, alors qu'elle avait toujours été dans la maison du patron, sur la propriété, et donc on était dépendante, c'était désormais, elle était capable d'avoir une autonomie, une maîtrise politique. Donc ce qui me semble effectivement qui est essentiel dans beaucoup de cas, c'est cette revendication de dignité, de ce que les gens appellent la considération, le respect. Et ce qui est essentiel, en fait, dans l'accès à l'open terre et à la maison, pour beaucoup de gens, en fait, la maison est au moins, sinon plus importante que la terre aujourd'hui, parce que les gens, ils arrivent pour avoir accès à la terre, etc., mais ensuite, ils vieillissent. Et puis on leur dit, bah, écoutez, si vous n'arrivez plus à travailler la terre, vous laissez votre place et vous laissez votre maison à quelqu'un d'autre qui va venir travailler. Du point de vue de l'État, c'est un peu comme un logement de fonction. Je travaille la terre, j'occupe la maison. Mais pour les gens, c'est leur maison qu'ils ont construite, qu'ils ont refait, qu'ils ont investi, et donc effectivement, ils sont chez eux et ils n'ont pas du tout l'intention de le laisser. Donc ce qui est important, c'est la question de l'autonomie de la famille. Et c'est ça que la réforme agraire veut, pour les bénéficiaires, apporte essentiellement ça. En même temps, le grand problème, c'est le souci de la protection, d'être protégé, puisque auparavant, souvent dans les plantations, il y avait une forme de protection relative de l'ancien propriétaire qui était la contrepartie de l'obligation, et ça disparaît. Donc ce qui me semble, et ça pour généraliser et pour terminer, c'est que très souvent, ces dimensions en fait, morales, ces dimensions d'être pris en compte, d'être écouté, sont centrales dans les revendications. Les bénéficiaires de la réforme agraire, ils se plaignent d'être oubliés. On dit, ah, on est oublié. On est oublié par les administrations publiques, on est oublié par l'État fédéral, on est oublié par l'État fédéré, on est oublié par la commune. Ou encore, oui, nous on est là, on est mis sous le tapis, on nous attend là pour patienter. De la même façon, et pour changer de région par rapport à des amis qui sont dans les favelas de Rio, le problème qu'il dit, c'est qu'on est invisible. Nous sommes invisibles et on ne nous reconnaît pas, on ne nous voit pas. Donc ce qui me semble, c'est effectivement cette importance de cette revendication d'être visible.
Et pour terminer, juste, je ne parlerai pas de l'émergence de nouvelles revendications foncières sur une base identitaire et ethnique, je laisse ça pour tout à l'heure, mais pour terminer, en 2013, justement, dans les grandes mobilisations, il y a eu, à l'endroit où je travaille, une manifestation devant l'hôpital, pour protester sur l'absence de médicaments dans l'hôpital. Mais en fait, la protestation, il me semble qu'essentiellement, elle est sur le fait d'être maltraité, c'est-à-dire de ne pas être traité avec respect, et c'est ça qui était, à mon sens, en tout cas pour les milieux populaires, une des grandes raisons de mobilisation dans ces manifestations. Merci. Merci, donc merci aussi d'avoir été bref. Il y a, je crois, beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez revenir dans la discussion. Nous avons 3 quarts d'heure de discussion. Je pense qu'on peut commencer par une première série de questions de la salle. Il y a... Madame. L'exemple qui a été donné par le premier intervenant, l'exemple qui a été donné par le premier intervenant datait tout de même de 20 ans. Je voulais savoir si on avait s'il y avait des progrès contre la corruption ou bien si c'est toujours le même système, et est-ce qu'on pourrait avoir des informations plus récentes. Moi j'aurais 2 questions. L'une sur en fait, l'impact sur l'image au niveau mondial de ces manifestations, parce qu'en fait ça a quand même, je pense, un impact très important dans la mesure où ça a changé l'image du Brésil, qui est quand même extrêmement caricatural en Europe, qui était soit donc montrer les plages ou les narcotrafiquants. En règle générale, on ne parlait pas du Brésil pour autre chose. Et là, on a quand même parlé du Brésil pour des classes. On a découvert qu'il y avait des classes moyennes, qu'il y avait des problèmes de transport, qu'il y avait des choses comme ça. Donc, je pense que ça a eu un impact important sur l'image du Brésil. Et d'autre part, par rapport à l'intervention sur l'ascenseur social, là, donc la faillite de l'ascenseur social, qu'il n'y a plus En fait, c'est un constat qui n'est pas uniquement brésilien. En fait, on voit qu'en France, c'est exactement la même chose. On voit qu'aux États-Unis, c'est la même chose. C'est un phénomène visiblement du 21e siècle. Ça rejoint un peu, je pense, que les constatations qu'en fait, maintenant, on est dans un système où c'est le patrimoine qui intervient beaucoup plus dans la constitution après, donc et que ceux qui ont du patrimoine savent très bien se protéger et protéger leurs enfants par rapport à ça. Donc je pense que, je ne sais pas s'il y a vraiment une spécificité brésilienne par rapport à ça. Voilà. Peut-être juste pour rebondir sur la question de la spécificité, je rappelle, moi je ne connais rien au Brésil, je ne suis pas du tout spécialiste du Brésil, mais et ce qui a été dit par Marcos sur la corruption, c'est vrai qu'on est... Alors effectivement, ce qui marque, c'est le document dans ta présentation, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, on voit qu'il y a des dispositifs, c'est rationalisé, il y a des listings, il va y avoir des gens qui gèrent tout ça. En même temps, on est face à des pratiques dont on peut penser qu'elles sont enfin, on peut faire l'hypothèse qu'elles ne sont pas du tout spécifiques au Brésil. Et à ce moment-là, la question, ce serait peut-être de savoir, est-ce qu'il y a quand même des formes de spécificité? Parce que quand on regarde alors, prenons le cas, je connais un peu le cas d'Italie, mais le cas de la France, quand on regarde même en France, certains agendas ou certains documents d'hommes politiques, de maires, il y a quelques années, on avait fait une recherche avec des collègues sur des mairies, où on voit très bien aussi que le rapport aux électeurs, alors c'est peut-être pas le cadeau, mais la demande que l'électeur a faite au maire, elle est inscrite sur un listing, elle fait aussi l'objet d'une espèce de gestion très pratique de ce type de relation. Donc effectivement, il y a toujours un effet peut-être un peu négatif, on va toujours dire mais non, c'est pas spécifique, ça se fait un peu partout ailleurs, mais c'est aussi une incitation à réfléchir sur peut-être des formes de spécificité. Il y a d'autres questions? Madame? Vous avez parlé de la natalité au Brésil, où est-ce que ça en est? Et les écoles, ils sont tellement
matin et des cours à partir de 2 heures de l'après-midi. Et je voudrais rendre hommage à tous ces jeunes Brésiliens qui travaillent toute la journée et qui le soir vont étudier pour essayer d'avoir un petit diplôme, d'avoir quelque chose. Et ça, je n'ai pas vu ailleurs. On peut faire, on prend une question, puis une première... oui, à moins que... On va une autre question, et ensuite on répondra... Deux petites questions rapides pour Alfredo. Est-ce que vous avez des recherches qui travaillent sur l'impact du Fundeb, enfin de cette nationalisation des salaires des professeurs primaires? Est-ce qu'il y a déjà un peu des études sur ça? J'aimerais savoir. Et pour Benoît Bétal, j'aimerais bien savoir votre opinion sur les revendications identitaires ethniques, justement. Je pense qu'on peut faire peut-être une première série de réponses, en commençant par Fabio, par exemple. Bon, alors, sur l'ascenseur social, parce que ça, je crois que c'est très important, parce qu'une des choses, c'est que le Brésil est à contre-courant depuis une quinzaine d'années. Il y a un livre qui va paraître là, à la Maison de sciences de l'homme, de Sona Rocha, qui est la plus grande des spécialistes de répartition du revenu national, où on voit qu'effectivement, d'abord, l'indice des Gini brésiliens diminue et que les secteurs... L'indice des Gini, c'est un indice de mesure de l'inégalité dans l'appropriation de revenu national. Et d'autre part, que les secteurs qui connaissent une hausse la plus importante sont les secteurs les plus pauvres, et ça concerne non seulement les secteurs les plus dominés, comme les régions sont aussi, il y a une meilleure répartition du revenu régional, et, et même, par exemple, entre les groupes ethniques. Bon, bref, si on regarde de très près, d'ailleurs c'est un des rares pays où le salaire minimum a été utilisé comme mécanisme de revalorisation des secteurs les plus démunis. Donc, là, cette question des politiques, des transferts de revenus, qui a été une des options très claires dès l'époque Lula et tout ça, elle est beaucoup plus efficace qu'on ne le dit. Et effectivement, dans le cas brésilien au moins, ça se voit très nettement. Par contre, il y a eu d'autres politiques de distribution du patrimoine, je serais tout à fait d'accord. Par exemple, la timidité de la réforme agraire a été totale. Et les subventions des grands groupes d'agro-business, c'est justement ce qui a empêché la faillite d'une partie de ceux qui ne seraient pas concurrentiels au niveau international et qui pourraient donner lieu, comme par le passé, à une agriculture paysanne élargie, beaucoup plus importante qu'elle ne l'était. La même chose, par exemple, sans aucun doute, un des enjeux de tous ces débats en milieu urbain, c'est que beaucoup se sont appropriés des travaux nécessaires pour la Coupe du Monde, pour essayer de déloger des populations. Et une des choses qui est caractéristique et du milieu urbain et du milieu rural brésilien, c'est quand les améliorations viennent, au lieu de stabiliser les anciennes populations, ça on voit bien avec les populations des anciens esclaves, au lieu de toute la question du marronnage, ça, au lieu de stabiliser ces populations et faire bénéficier du progrès qu'il y a eu en route, en électricité, au contraire, à ce moment-là, on fait le déplacement de ces populations et donc à nouveau, ils sont renvoyés toujours à la périphérie, soit de milieu urbain, soit de milieu rural. Donc, comme la question de la démocratisation au Brésil, je m'excuse, mais pour tous ceux qui ont vécu les dictatures militaires, la question de la démocratisation et donc elle était très associée à l'entrée à la société, à l'économie et en politique de tous ceux qui en étaient exclus. Je m'excuse, mais tous ces enjeux-là sont des enjeux extrêmement importants. Donc, examiner les modes d'accès au système scolaire et le mode d'accès au système d'éducation, c'est, je crois,
essayer de voir s'il y a des marges de liberté dans la façon de structurer ces questions-là. Très sincèrement, il me semble, bon là, peut-être on n'a pas l'occasion de détailler ici, mais il me semble que, oui, peut-être l'Europe actuelle n'est pas un exemple pour ce qui peut se passer au Brésil, mais l'Europe du passé et cette Europe, comme disait Castel, qui a valorisé tous ceux qui se sentaient indignes d'exister, ça, c'est peut-être une Europe qui mérite d'être reprise comme exemple paradigmatique pour penser certaines questions qui sont dans ce cas-là. Bon, bon, alors, quant à la natalité, tout ça, je voudrais juste rappeler une chose. Aux années 70, enfin, la question démographique était très discutée et tout ça. Alors, tous les démographes sont d'accord. Il y a eu la transition démographique brésilienne a été déjà réalisée aux années 60 et aux années 70. Donc, on voit clairement que la fécondité féminine passe de 6,5, 6,8 à 2 et quelque chose. Donc aujourd'hui, quand on voit la pyramide d'âge brésilienne, on voit qu'il y a une pyramide qui est tout à fait aux normes internationales. Et même là, vous avez une des choses tout à fait claires, c'est que dans les États comme São Paulo, Minas ou Rio de Janeiro, ce n'est pas les manques de place à l'école qui est le problème. Les écoles existent, il y a des places, mais c'est les modes de fonctionnement et l'efficacité de ce système scolaire que là, très clairement, pardon, je parle. Ah bon, j'ai oublié non, malheureusement, que je connaisse des enquêtes sur le FONDEB et sur le FONDEB sont encore très superficielles. Mais comme il y a eu des recensements scolaires récents et tout ça, très sincèrement, c'est une enquête fondamentale. Hein, fondamentale. Donc si vous connaissez d'autres références, j'y serai preneur. Et s'il y a un réseau français qui veut faire des enquêtes comparatives et tout ça, même si je ne suis pas dedans, j'aide à mettre en place, parce que je trouve ça absolument central. Bon, sur la question sur les contrôles de corruption aujourd'hui, je peux dire que je n'ai pas de données récentes sur cette question, mais on peut dire que depuis les dernières années, ont été créées au Brésil beaucoup d'institutions par la part du gouvernement fédéral en visant le contrôle sur la question de la corruption. Bon, mais ça se passe surtout au niveau fédéral. Quand on regarde l'État et les municipes, on observe que là, la corruption, c'est quelque chose qui n'est pas aussi contrôlé qu'au niveau fédéral. Et aujourd'hui, on peut voir que les dénonciations de corruption passent surtout pour les niveaux d'État et aussi pour des municipalités. Il y a il n'y a pas les mêmes contrôles au gouvernement fédéral et au gouvernement des États et des municipalités. Bon, mais je peux dire aussi que quand on parle de corruption au Brésil, les données qui sont mobilisées sont surtout des données sur la question de la perception sur la corruption. Et, par exemple, la Transparence internationale, c'est une institution, fait toute l'année des études sur la question de la perception sur la corruption. Il y a beaucoup de critiques sur ce type d'études-là. Bon, mais ces études montrent que la corruption est la même. Mais il faut dire que sont des interviews faites surtout avec des personnes et des entrepreneurs qui maintiennent rapport avec l'État. Ça, c'est la base de données. Bon, et je crois qu'aujourd'hui non, ça fait quelques années, depuis peut-être 2 ans,
que le thème de la corruption, c'est le thème principal des disputes électorales. La corruption a été, on peut dire, politisée. Il y a une espèce de moralisation de la discussion de la corruption au Brésil. C'est même le premier thème des disputes électorales. Et la dernière dispute électorale a montré que la corruption, apesar des accusations faites sur le Parti des travailleurs, ne marche pas comme une bonne question pour la dispute, la confrontation, la dispute. Et cette année, me paraît que la chose va se passer comme ça. La corruption va être la question principale. Et bon, la corruption a été le thème principal dans les mouvements sociaux de l'année passée, mais c'est surtout le thème principal des médias. Sont des nouvelles qui circulent tous les jours sur les grands médias. Alors, il y a une espèce de moralisation et de valorisation da questão da corrupção como thème. Bon, voilà. Bon, quant à la question du briquet, je peux passer et je réponds après. D'accord. Oui, je voudrais d'abord dire un mot sur l'éducation, en fait, parce que il y a effectivement la dimension quantitative, on va dire, et il y a aussi la question du contenu de l'éducation qui est passée. Et encore une fois, à partir d'expériences de zones rurales et de la façon dont les gens parlent de l'éducation, on se rend compte que la scolarisation est différente en fait de l'accès à l'éducation. Il me semble que beaucoup de jeunes qui vont à l'école, d'une part, les conditions de scolarisation sont très compliquées, effectivement, parce que non seulement il y a le matin ou l'après-midi, mais souvent le bus qui doit amener à l'école n'arrive pas, les professeurs ne sont pas là, enfin il y a beaucoup de choses. L'école, en fait, quand on a des difficultés, c'est quand on entend école, on imagine une école comme l'école primaire française. En réalité, ça ne ressemble pas du tout à ça. C'est extrêmement différent et c'est pas du tout la même chose. Et en fait, il me semble que ce que beaucoup de jeunes acquièrent à l'école, c'est moins en fait une éducation formelle ou un savoir qu'à nouveau un ethos, un ethos scolaire qui est en fait une forme d'ethos quelque part urbain, un certain nombre de choses, de valeurs, une façon de s'habiller. C'est très important. Les gens s'habillent en fait pour aller à l'école, se maquillent, etc. Enfin, en fait, on va à l'école, on va en ville. En fait, on va. Les jeunes filles disent, et vous aimez aller à l'école? Non, on n'aime pas l'école, mais on aime aller au village. Donc, parce qu'en fait, l'essentiel, c'est de traîner sur la place du village, etc., de faire ça. Et un des effets, par exemple, essentiels de la scolarisation, c'est l'amour du football. C'est ce qui, à mon avis, est très lié à l'école. Quand j'avais fait des enquêtes en 1994 avant la Coupe du Monde dans le Minas Gerais, dans une zone rurale, les gens qui étaient analphabètes, etc., le football, ça ne les intéressait pas du tout. En revanche, les jeunes qui étaient allés à l'école, c'était quelque chose qui était alors ça dépend aussi des villes, etc. Les campagnes, c'est très différent. Hein, mais voilà. Pour les questions que vous avez posées sur la question de l'impact sur l'image du Brésil, je vais... alors, je sais pas, effectivement, ça a certainement fait apparaître une nouvelle thématique qui était effectivement invisible, des questions qui étaient invisibles dans le cas du Brésil, mais ça me fait penser aussi à l'importance dans le cas du Brésil. Il y a eu une production d'une image du Brésil, d'une image nationale, le symbole brésilien, qui a été en fait pendant tout le XXe siècle autour justement de grands thèmes nationaux, de la culture populaire brésilienne, le samba, la musique, et ces thématiques, notamment le samba, le carnaval, etc. de Rio, vu comme musique nationale, qui incarnait justement l'idée d'une population unifiée autour de métissage. L'idée, le mythe brésilien des trois races, les Indiens originaires, les Portugais qui sont arrivés, les Blancs, et puis les Africains arrivés comme esclavages. Et avec cette histoire, les trois s'unifient et font justement cette musique, ce carnaval, cette espèce d'image un peu d'un Brésil qui serait justement de fête, etc. Ce qui est intéressant, c'est que cette image continue à être utilisée au niveau de la communication politique. On voit le ministre des Sports qui dit on va faire un carnaval parce que nous, les Brésiliens, nous avons le sens de l'accueil, la chaleur, etc. etc. On
recycle ces idées. L'ouverture même de la Coupe du Monde, la fête reprend justement différentes manifestations folkloriques régionales pour montrer l'unité du Brésil. Donc, ces éléments, ils insistent effectivement sur cette unité du Brésil. Et quelque part, effectivement, les manifestations de l'an dernier sont venues un peu lézarder cette espèce de production, l'idée quand même qui était derrière la Coupe du Monde, c'est aussi de montrer que le Brésil, ça y est, n'était plus un pays du tiers-monde, un pays en retard, mais était un pays émergé, un pays moderne. Et il y a toute une thématique actuelle dans le gouvernement de montrer le thème du développement, de la modernisation, de l'accélération, de gagner sur le temps. C'est un vieux thème dans le cas du Brésil. Brasilia, c'était se projeter dans le futur, mais le grand programme d'investissement du gouvernement brésilien s'appelle le programme d'accélération de la croissance. Donc accélération, c'est aller plus vite vers l'avenir. C'est un peu cette espèce d'idée comme ça, allez, on va de l'avant, on construit des grands barrages pour produire de l'électricité, et puis tant pis pour les Indiens, dans les terres sont inondées, c'est pas bon, alors on essaie de faire des trucs, mais c'est moins important. Donc il y a cette espèce effectivement de contradiction qui est apparue. Alors, du coup, sur cette espèce de thématique du Brésil unifié, etc., comme union, et comme les différences finalement de couleur ou de race se fondraient dans une espèce d'unité harmonieuse. Et justement, c'est un peu, quand je parlais effectivement de cette émergence de revendications foncières autour d'une dimension sur une base identitaire et ethnique, c'est que depuis la Constitution en gros de 1988, qui a reconnu le droit à la différence culturelle pour un certain nombre de groupes. D'abord les Indiens, les groupes indigènes. Auparavant, l'idéal était de dire que les Indiens doivent être incorporés, doivent devenir des Brésiliens. Et là, on a dit non, les Indiens ont droit à leur différence culturelle. Et en fait, ce modèle est devenu un petit peu une espèce... Et ont droit aussi à des terres qui vont être reconnues, qui vont être démarquées, enfin, qui vont être définies. Alors c'est un enjeu de beaucoup de conflits, effectivement, parce que les gens disent « Ah, c'est beaucoup de terres pour pas beaucoup d'Indiens », et en même temps, effectivement, c'est la question à la fois des droits des indigènes et de la maîtrise du territoire, enfin de la garantie en fait aussi de l'environnement. Les territoires indigènes sont des formes de réserve, en quelque sorte aussi, qui sont faites. Et puis d'autre part, donc ce modèle a été en quelque sorte repris pour d'autres groupes, notamment ce qu'on appelle les quilombos. Les quilombos, ça veut dire qui étaient originellement des esclaves marrons qui s'étaient enfuis des plantations, etc. Et on a dit dans la Constitution, voilà, les descendants de quilombos, ils auront le droit d'avoir des terres. Et ça a produit l'émergence d'une série de considérables emprunts de communautés noires qui ont dit, voilà, nous sommes des quilombos, et donc nous revendiquons les terres à travers cela. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un déplacement, en fait. Autrefois, les gens, le mouvement rural, le mouvement paysan, se constituait autour de l'identité de classe, en disant, voilà, il y a les travailleurs ruraux, les paysans, et ce thème-là, paysan, ça a unifié à la fois les petits producteurs, qu'ils soient propriétaires, métayers, occupants sans titre, fermiers, etc., et puis les travailleurs agricoles, qu'ils soient saisonniers ou non. Tout ça se retrouvait sous l'étiquette paysan, avec un mouvement paysan fort, un syndicat paysan au niveau national, etc., qui revendiquait ce mouvement paysan. Et sur une base de classe, comme travailleurs ruraux, contre les patrons, contre les grands patrons. Et ça continue bien sûr à exister ce mouvement, mais à côté de ça, justement, il y a eu tout un ensemble de mobilisations autour de revendications ethniques, donc sur les droits des indigènes, les droits des communautés noires, les droits des populations traditionnelles, les gens qui habitent au bord de rivières, les gens qui sont les cueilleurs de fruits dans la forêt, etc., etc., et donc qui définissent en fait, qui revendiquent un accès à des droits fonciers sur la base d'une différence culturelle et sur la base de pratiques culturelles différentes. Donc on a en quelque sorte une dissolution de ce qui était un mouvement paysan vers une espèce d'ethnicisation et de mosaïque. En tout cas, c'est une possibilité qui est en cours dans le Brésil actuel. Je vais juste parler à la suite de ce que Marcos disait, parce que je pense effectivement qu'il y a différents niveaux de corruption, et ça c'est très intéressant. Et à Brasilia, on voit comment la corruption, la perception de la corruption ayant un rôle déterminant
dans les élections de 2010. Ce qui était assez curieux, mais pour la première fois, on avait les gouverneurs Arruda qui n'a pas pu s'y candidater, qui est maintenant, en 2014, va revenir à la politique après l'intervalle où il n'a pas été au pouvoir, et notamment du gouverneur Joaquim Rodis, qui lui n'a pas pu en 2010 participer des élections. Il a mis son épouse qui est arrivée au deuxième tour, et cette perception de la corruption a tellement changé les choses que le gouvernement du PT a été élu localement. Donc c'était un intervalle, en quelque sorte, de rupture dans l'histoire des continuités qu'il y avait dans les districts fédéraux. Donc je voulais juste faire un commentaire comme ça, mais il n'y a pas une question précise auquel je dois répondre. Bonjour. Moi, je voulais juste qu'on revienne sur l'éducation, parce que finalement, c'est une revendication qui revient quand même assez souvent dans les mobilisations. Et à ce sujet-là, justement, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de la politique des quotas et quel était votre point de vue sur la question. Et justement, comme on disait que l'accès à l'université était plus que compliqué pour les classes populaires, est-ce que justement le fait que le Brésil investisse beaucoup dans la mobilité internationale pour les études doctorales, est-ce que justement c'est pas une contradiction par rapport au niveau de l'éducation au premier et au second degré, en primaire et au lycée? Donc cette question, si vous pouvez y répondre, ça m'intéresserait. Et puis, je voulais savoir si quelqu'un pouvait nous dire un peu plus sur les expulsions de population, quand même, pendant la Coupe du Monde, parce que je pense que ça reste une question centrale qu'on a très peu abordée. Et Daniela, du coup, revenir sur justement les expulsions de population qui ont eu lieu d'une autre forme, du coup, pendant... à l'issue de la construction de la ville de Brasilia, puisque quand même il y a eu beaucoup de migrants qui sont venus du nord-est, mais aussi de beaucoup d'États du Brésil. Et finalement, comment s'est passée la construction de ces villes satellites et le fait que justement ces migrants qui étaient venus chercher du travail et qui ont participé à la construction de la ville ont été finalement délocalisés dans la périphérie petit à petit. Et aujourd'hui, quelle est la situation justement de ces villes satellites? D'autres questions? Dans la continuité de ce que vous avez dit, enfin aussi une question pour Daniela, parce que c'est quelque chose que tu n'as pas dit, il me semble, pour avoir discuté, pour avoir lu aussi certains de tes papiers. Que je t'avais marqué, moi, c'est la nature obligatoire du vote au Brésil. Et donc la différence quand même que, je répète, donc c'est plutôt des questions d'étonnement par rapport à ce que je connais mieux, la différence que ça implique dans la nécessité de mobiliser les catégories populaires. Nous on est plutôt dans le cas français, par exemple, dans des situations où on assiste à des déconnexions très fortes entre les appareils partisans, les entreprises de mobilisation et les milieux populaires, surtout dans le cas du FN qu'on va laisser tomber pour l'instant. Alors que manifestement, de ce que tu disais, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur cette question-là, sur cette espèce de nécessité, pourrait-on dire, de mobiliser les catégories populaires liées en partie au caractère obligatoire du vote, et ce que ça a comme effet dans la structuration de la vie politique. Je n'ai pas en rapport d'ailleurs ce que vous avez dit sur la question des quartiers et des populations. Donc là, je pense que on va peut-être commencer par...
D'abord, merci beaucoup. J'ai passé très très vite, donc je ne suis pas du tout rentré dans cette question des quotas. Il me semble d'ailleurs que quand le mouvement noir brésilien s'est réarticulé, la grande revendication d'ailleurs était celle des quotas et des quotas de rentrée à l'université. Bon, d'abord une chose, ça a été extrêmement efficace comme revendication. Hein. Juste pour donner un exemple, en sociologie et en anthropologie à l'université de Brasilia, au niveau du doctorat, il y a maintenant des quotas. Et le Musée national a fait des quotas. Enfin, donc cette question, ça a soulevé un énorme débat. Si les quotas n'étaient pas une importation, tout simplement des choses des États-Unis, ça a obligé à cette discussion sur l'efficacité du concours d'entrée comme un vrai débat sur la méritocratie et les modes de fonctionnement de la méritocratie qui n'est pas du tout fini. Bon. Mais par contre, la solution réelle que le PT a donnée à ça, c'est la solution de... Bon, une des choses que je n'ai pas dites aussi, mais qu'il faut traiter comme telle, c'est que l'enseignement est un terrain d'investissement des plus rentables au Brésil. Et les écoles privées, et au niveau secondaire, et au niveau aujourd'hui, 70% des inscriptions à l'université sont dans des universités privées. Et les universités, quand on voit le marché financier, on voit très bien qu'on compare la rentabilité de l'investissement dans des établissements d'éducation. Et alors la solution qui a été donnée, c'était que tout simplement une certaine moralisation. C'est-à-dire ces établissements privés n'ont jamais payé d'impôts et ne payaient pas des cotisations sociales. Donc maintenant, dans le programme Reuni, au fait, ce non-paiement d'impôts, c'est la contrepartie des bourses accordées à du système de quotas. Donc il y a eu une entrée massive de ceux qui étaient exclus dans le programme de Reuni. Mais quel est le grand problème de ça qui souligne, par exemple, des collègues très très importants comme Luis Antônio Cunha? C'est que, justement, l'université privée n'a pas les formations doctorales et des vrais centres de recherche. Donc, le meilleur enseignement, il continue à être dans les écoles publiques, qui continuent à être appropriés par les enfants qui ont pu, des plus jeunes âges, être entraînés pour passer ces concours-là. Donc, ça fonctionne tout à fait comme à la française maintenant, les grandes écoles ici. Mais par contre, ceux des classes populaires qui sont rentrés dans les universités privées. Ils sont en général des universitaires de première génération. Ils sont parfois très contents du fait qu'ils sont rentrés à l'université, mais ils paieront cher sur le marché du travail. Parce que, évidemment, le diplôme qu'ils auront à la main n'est pas le même diplôme que les autres ont. Donc, en tout cas, tout ce qu'on discute là, ce sont des sujets qu'on aurait tout à fait intérêt à transformer en des hypothèses de travail à être vérifiées, étudiées d'une façon plus précise. Et que, justement, je crois que pas du tout à hyper-politiser et au contraire à examiner. La seule étude faite que je connaisse d'une façon très précise et dans un état extrêmement important du système des quotas, c'est l'étude faite par Antônio Sérgio Guimarães sur l'université de Bahia. Et alors, au contraire de tout ce qui a été dit, même les notes obtenues par ceux qui rentraient par le système des quotas étaient supérieures même à ceux qui n'étaient pas. Donc, voilà, le système... bon. Quant à la question d'usage même des bourses à l'étranger, là, on pourra, enfin, je pourrais prolonger, mais là, on n'aura pas le temps assez.
Par contre, il faut dire une chose tout à fait claire pour quelqu'un comme nous qui étions depuis quelques années déjà à faire cette enquête sur la mobilité internationale. Le gouvernement Dilma a fait les fameuses Sciences sans frontières en passant du master et du doctorat pour le niveau de la licence. Et parfois, au lieu d'envoyer pendant un an les boursiers à l'étranger, rentrer parfois 4 mois, 3 mois et tout ça. Donc très sincèrement, je ne crois pas du tout à l'efficacité de ce genre de bourse qui est passé du doctorat vers la licence. Et là, aujourd'hui, quand j'ai examiné les statistiques, j'ai vu que, parce que le Brésil avait fait un changement du système de bourse d'études, pour les fameuses bourses d'études sandwich, qui sont tout à fait semblables au système Erasmus en Europe. Hein, tout à fait semblables. Par contre, quand le système Erasmus atteint plus au niveau de la licence et tout ça, il y a un certain nombre de conditions de cette circulation que dans le cas des Sciences sans frontières, très sincèrement, je suis loin de constater. Là, je suis beaucoup moins optimiste. Bon, pardon si je n'ai pas répondu à... Non, concerne la question sur la relation entre les croisements, le crescimento de la violence, la croissance et la violence, je peux dire deux mots peut-être. Si on considère que la violence, les différentes modalités de discrimination est une forme de violence, n'est pas exactement la violence physique, mais la discrimination comme une forme de violence. Et je crois, à partir de l'observation quotidienne au Brésil, qu'il y a eu une croissance extrêmement forte de la violence. On a tous les jours des exemples, par exemple, des personnes qui vont à l'aéroport et sont discriminées, des jeunes qui veulent acheter des choses dans les shoppings, ils sont discriminés. Alors, aujourd'hui, il y a une tension très forte entre les personnes qui ont eu une mobilité sociale et la classe moyenne et la classe plus riche. Là, il y a un clivage. Aujourd'hui, le clivage au Brésil, c'est un élément structural de la société brésilienne, là, le clivage est plus explicite. Et les formes de discrimination aussi sont extrêmement fortes. Aujourd'hui, je crois que si on regarde les différentes formes de communication, les réseaux sociaux, la manifestation de discrimination par rapport aux classes populaires sont fortes. Donc, quelques mots sur les deux questions. Donc, je commence par l'obligatoriété du vote, parce que c'est quelque chose vraiment impressionnant quand on met en comparaison les cas de la France, de l'Europe en général, avec les Brésil, qui c'est une chose qui change complètement la donne. Donc l'abstentionnisme, par exemple, que mes collègues Céline Barronnier, Jean-Yves Domingeon, qui ont travaillé en France, n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver au Brésil. L'abstention n'a pas du tout les mêmes significats au Brésil. Donc, il est curieux de voir, il était très curieux parce que dans l'enquête qu'on a fait en ville à Estrutural, donc dans un quartier pauvre des Brésiliens, on a passé des questionnaires, etc., mais pas seulement, mais bon. Et on a constaté que les personnes en général, ils étaient pour la continuité du vote obligatoire. Et c'était une fraction de la population très petite qui était contre
cette continuité de vote obligatoire. C'était les jeunes de 18, 20, 25 ans au maximum. Donc, c'était assez curieux. Donc, il y a beaucoup de différences, notamment au niveau des appareils partisans, des personnels politiques, du clientélisme électoral, certainement, sont très différentes de ce qu'on peut trouver en France, par exemple. Donc, je vais passer à une autre question. Donc, merci pour cette question. Elle était très importante, mais je n'ai pas eu le temps de développer dans mon exposé. C'est assez curieux parce que lors de la fondation des Brésiliens, donc, qui a été construite de toutes pièces en 3 ans, donc il y a eu une immigration très importante venue du nord-est et du nord du pays, surtout du nord-est, et un peu de l'état de Goiás, un peu de l'état de Minas Gerais, mais pour la construction même, c'était surtout le nord-est et le nord du pays. Cette population, ce qui est curieux, justement, c'est qu'on ne s'attendait pas à qu'ils restent à Brasilia. Mais ils sont restés parce qu'ils n'avaient pas d'alternative. Ils sont venus pour s'installer dans la nouvelle capitale et ils ont été fixés dans les villes satellites, les premières villes satellites qui ont été construites à Brasilia. Donc dès le départ, ils étaient 70 000 personnes qui sont restées dans les alentours du Brasilia. Mais il y a une exception qui c'est la Vila Planalto, une collègue a fait la thèse de doctorat sur ces sujets, qui c'est une région, une localité à l'intérieur du Plano Piloto, une localité à l'intérieur du Plano Piloto et qui a fait beaucoup de résistance politique. Ils ont réussi à s'établir dans le District fédéral. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont aujourd'hui fixés. Ils ont des enfants, des petits-enfants, et ils font partie de cet paysage urbain des Brésiliens, avec une ascension sociale assez importante quand même, mais beaucoup plus importante que les migrants qui sont venus après. Donc voilà. Et l'expulsion des migrants, je pense qu'à Brasilia, vraiment, on n'a pas réussi à les expulser. Rajouter 2 mots autour de la question du vote obligatoire, qui est effectivement une question tout à fait importante au Brésil. Et alors, est-ce que le Brésil pourrait être un modèle pour la France? On peut se poser la question de ce point de vue-là. Mais c'est un thème sur lequel il y a beaucoup de débats au Brésil, et beaucoup de gens, justement, des classes moyennes et supérieures, sont souvent contre le vote obligatoire, en disant oui, on donne la possibilité de voter à des électeurs incompétents, ils ne savent pas voter, etc., etc. Et en fait, ça voudrait dire seuls nous qui sommes justement éduqués, et ça rejoint sur l'éducation, nous sommes capables de bien voter, de voter en conséquence. Les gens, les pauvres, ils votent de façon clientéliste, ils votent mal, ils votent, etc. Or, il me semble qu'au contraire, il y a 2 éléments importants à mettre en avant. D'une part, il y a un intérêt pour la politique, notamment au moment des élections, des campagnes électorales, qui est vraiment tout à fait fascinant dans les campagnes et dans les villes, dans les classes populaires, qui n'est pas en fait un intérêt strictement pour la politisation au sens en termes idéologiques, mais qui a un intérêt pour la campagne, pour la politique et pour les conflits et pour les alliances qui se font
entre les gens à ce moment-là, et c'est beaucoup, la politique est beaucoup pensée en termes d'amitié et de lien. Et d'autre part, le vote obligatoire fait qu'il y a un moment au moins des campagnes électorales, les hommes politiques sont obligés de prendre en compte les pauvres et d'aller les écouter. Et même, justement, dans les zones rurales, l'homme politique va demander le vote, va dans la maison et humblement dit « est-ce que vous pourriez m'aider ?» etc. Enfin, donc il y a une inversion en quelque sorte des rapports. Et c'est ça qui vient inverser le mépris quand même assez général des classes supérieures pour les pauvres, qui vient d'une longue histoire brésilienne, et toute une des manifestations sont précisément les expulsions. Le fait de pouvoir expulser comme ça facilement les populations quand on veut construire un stade ou un barrage, ou parce que justement on dit les favelas, elles abîment le paysage de Rio, donc on va les enlever. Il y a une espèce comme ça d'idée qu'on peut faire les choses comme ça, et qu'en quelque sorte le vote obligatoire vient contrebalancer cet effet-là. Donc je pense que c'est un des éléments objectifs qui donne une force de résistance, au moins à un certain moment, et des conditions à définir, et une force de négociation aux membres des classes populaires. Très bien. Mais merci, je pense qu'on peut conclure sur ces remarques, avec une ultime dernière question. Je pense que nous devons rendre la salle. Voilà, mais merci beaucoup. Juste une autre, parce qu'il a fait une observation, je suis tout à fait d'accord. Avant même que commence la coupe, j'étais très impressionné par la sensibilité de la presse qui commençait à avoir des visions du Brésil beaucoup qui prenaient des distances vis-à-vis des stéréotypes. Donc au moins, il y a eu un grand avantage de tout ça, parce qu'un des stéréotypes, voilà, c'est que le foot au Brésil, voilà, et que donc on soit obligé de dire, bon, il y a un pays extrêmement, pas seulement de parler de la diversité, mais d'essayer effectivement de comprendre ce qui... je crois que ça voilà, au moins ça aurait fait son effet aujourd'hui, si tout ça interpelle comme questions qui doivent être traitées et qui vont dans le sens que, vu d'ailleurs, ça ne paraît pas, y compris d'autres choses. Par exemple, on n'a même pas traité ici. Le Brésil, qui tout d'un coup, aux années 90, était un pays d'émigration, l'immigration des Brésiliens vis-à-vis des États-Unis, tout d'un coup, les Boliviens et les Haïtiens transforment le Brésil en pays d'immigration, avec des problèmes qu'on connaît dans d'autres endroits. Donc il y a tout d'un coup une transformation morphologique de la scène brésilienne et des formes de pensée que je pense que ce ne sont pas du tout donné d'avance, et que donc si on peut au moins mettre nos stéréotypes entre parenthèses, et je crois que là, effectivement, la pratique des sciences sociales peut être tout à fait intéressante. Merci beaucoup.